Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore les arts créatifs et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux ou encore d'autres outils, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous emmener découvrir les coulisses du plus grand salon français consacré au DIY, le salon Création et Savoir-faire. À moins de 2 semaines de la tenue de l'édition 2021, c'est Vanessa Doucet, la directrice du salon, qui nous le fait découvrir ou redécouvrir. Ces derniers mois, on a cousu nos masques avec 3 fois rien, on a fait du pain, on a occupé nos enfants avec des activités créatives et on a essayé de rester zen en créant avec nos 2 mains. Le marché du DIY est donc en pleine effervescence et c'est dans ce contexte que s'ouvre la 25e édition du salon. Avec Vanessa, on a parlé de la logistique derrière la préparation d'un tel événement réunissant 200 exposants, de l'engagement éco-responsable que prend progressivement le salon, avec notamment la création d'un pôle éthique, et du rôle du salon dans le soutien de la filière de l'artisanat créatif en France, notamment avec le tout nouveau village des créateurs et une nouvelle politique tarifaire. Personnellement, je suis allée aux 2 derniers CSF et j'ai adoré. C'est vraiment the place to be, si vous me passez l'expression, quand on adore les loisirs créatifs. Allez, avant de tout vous raconter, place à ma conversation avec Vanessa. Bonjour Vanessa, je suis ravie de t'accueillir. Tu es la directrice du salon CSF. Bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Vanessa, on va parler évidemment du plus gros salon de do-it-yourself en France qui se tient à Paris, qui donc s'appelle Création et Savoir-faire avec Marie-Claire Idé et qui se tient du 17 au 21 novembre. Donc ça va être très vite et on est, je pense, plein à être assez impatiente et impatient de venir sur le salon. Oui, j'espère. Donc là, on est en novembre 2021, donc il n'y a pas eu d'édition 2020 à cause des raisons qu'on connaît tous et toutes. Comment tu vois les choses sur cette édition 2021, donc la dernière ayant eu lieu il y a 2 ans quasiment pile. Ouais, c'est fou de se dire, on a sauté une année, à chaque fois je suis là. L'année dernière, non, il n'y a rien eu l'année dernière. Ouais. Écoute, ça me fait plaisir de voir que la plupart de mes exposants s'en sont bien sortis pendant cette période de confinement, parce que le DIY maintenant est rentré quasiment dans tous les foyers pendant 1 an et demi, 2 ans là. Alors c'est un salon un peu particulier parce que oui, le DIY, c'est tendance, on en voit partout et c'est, encore une fois, les vendeurs de machines à coudre, les marques sont en rupture de stock, ont été en rupture de stock pendant plusieurs mois, enfin plein de gens nouveaux s'y sont mis. Principalement sur la couture pour faire les masques et le confinement. Ça a été le déclencheur et je ne sais pas si tu te souviens, mais les merceries étaient magasins de première nécessité. C'est vrai, pour aller Donc, acheter le fameux élastique et le tissu. Voilà, donc ça a permis à ces gens-là de s'en sortir. Et puis comme on était à la maison avec des enfants, c'était un peu urgent de trouver des activités à faire à nos petits-enfants. D'ailleurs, notre newsletter du lundi, on faisait une newsletter tous les lundis, on n'a jamais eu des taux comme ça aussi importants. D'ouverture, de désespoir, trouvez-nous des tutos. Donc ça, c'était une période vraiment idéale pour développer ce côté je fais moi-même chez moi. Pas forcément dans l'achat, on allait fouiller dans ses placards et on allait découvrir, enfin reprendre des tissus qu'on avait. Oui, ça commençait par la couture, mais après, ça s'est développé sur plein d'autres activités. Tout ça pour te dire que le marché a priori, se porte bien. Sauf que y a toujours un petit décalage entre la tendance, ce dont on parle dans les médias, et la réalité économique des entreprises qui constituent le marché. C'est un marché qui est constitué de multitude de petites entreprises, c'est très éclaté, et qui ne s'en sont pas toutes aussi bien sorties, en tout cas. C'est ce que je peux voir, moi, sur le nombre d'exposants qu'on a cette année, parce qu'on est à peu près à moins 30%. Ouais. Et c'est une tendance sur tous les salons de la rentrée, là, pas que DIY. Oui, d'accord. Et donc, il va y avoir combien d'exposants sur cette édition 2021 ? Je pense qu'on sera aux alentours de 180, 200, au lieu des 250, tu vois. D'accord. 260 habituels. Donc, un salon un petit peu plus petit, mais qui va être génial pour autant. Il va être super. D'abord, il va être génial parce que je pense que les visiteurs, ils ont
enfin, de ce que je vois sur les réservations d'ateliers qui sont partis, on a déjà 1500 places d'ateliers réservées en 10 jours. Donc, c'est quand même bien. On sent un certain besoin de se retrouver, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est top. Et puis, ça a été l'occasion aussi de créer plusieurs espaces nouveaux dans le salon, pas tant avec des gros acteurs, mais des petits acteurs, des petits créateurs. J'ai revu des tarifs, on a accompagné des artisans créateurs. Voilà. Donc, on a un pôle éthique pour la première fois avec une dizaine de marques qui vont parler de ce que c'est que les tissus bio, la laine teinte naturellement et qui vont un petit peu éduquer le visiteur à ça. On a un village créateur et c'est la première fois qu'on a des produits faits main, finis, un peu pour Noël. L'année de l'inspiration revient comme elle était avant, avec 20 vitrines sur le thème dans mon atelier. Donc ça, c'est du contenu. Et puis les ateliers, comme je te disais, qui sont toujours aussi importants, mais c'est du contenu inspirant pour les visiteurs. Et il faut que le salon ait un petit peu de magie en arrivant. Surtout qu'on est aux abords de Noël quand on vient au salon. Donc voilà, forcément, il y a plein de choses pour préparer Noël. Donc ça participe aussi un petit peu à la magie, quoi, parce que ce serait un salon qui je sais pas, au printemps, il y aurait pas ces petits trucs, je trouve. Non, c'est vrai. C'est vrai que Noël, la préparation de Noël, c'est la période la plus forte dans ce type d'activité parce que ça va être la table, ça va être la déco de sa maison, ça va être aussi les cadeaux. On est hyper inventif, hyper créatif. Donc oui, c'est le thème. Cette période est très propice à ça. Je pense que le stand le plus beau dans ces cas-là, ça va être Marie-Claire Idé qui fait une déco qui est tout son magazine Noël, donc très cosy. On a envie de s'asseoir avec un petit chocolat chaud et pas bouger dans un salon porte de Versailles, c'est fort. C'est vrai. Le salon, il existe depuis combien de temps, Vanessa ? C'est la 25e édition. Ah oui, ça fait pas autant de temps que je viens. On a eu 2 mois pour le préparer. Enfin, 2 mois depuis le mois de... Oui, parce qu'on nous a annoncé l'ouverture des salons au mois de juin, juillet, août. C'est pas toujours grand-chose, surtout en août en France. Donc, en fait, septembre, octobre, c'est les 2 mois pendant lesquels on a travaillé d'arrache-pied avec les équipes pour sortir le salon. Et sachant encore une fois que c'est 1 an de travail habituellement. Oui, parce qu'en fait, même si, avec des gros guillemets, c'est la même chose tous les ans, c'est-à-dire c'est le même fonctionnement, il y a des visites, il y a des exposants à faire venir, etc. Donc, avec toute la logistique, donc ça, vous connaissez par cœur. Mais évidemment, ça reste quand même un gros travail. C'est quoi les grosses étapes de la préparation d'un salon ? Oui, parce qu'on recommence. Moi, je ne suis pas trop adepte on a fait la même chose que l'année dernière, on recommence. Donc, j'aime bien qu'on se repose des bonnes questions. On fait toujours une enquête visiteur qui est très, très importante et exposant, qui est importante pour nous après le salon, dont il faut tirer les enseignements et surtout progresser tout le temps. Donc, oui, c'est le salon, il repart quasiment... je dirais pas de zéro, mais on repart d'une page blanche quasiment chaque année. D'accord. Donc, c'est chouette parce que, tu sais, il y a des fois un peu le sentiment dans certains salons, alors je ne parle pas du CSF, mais des salons un peu plus régionaux ou un petit peu, tu sais, comme les marchés de Noël. Où en fait, globalement, tu reviens d'une année sur l'autre et puis tu peux faire ça pendant 5 ans, 10 ans. C'est exactement les mêmes créateurs, les mêmes exposants aux mêmes endroits. Et donc, il y a ce côté un petit peu lassant. Alors, comment on fait pour se réinventer tous les ans comme ça après 25 ans de salon ? Je pense qu'on va le fêter les 25 ans plus 1 l'année prochaine. Oui. Comme je disais, c'est 1 an de travail et c'est beaucoup, beaucoup d'animation à mettre en place. La vente des stands, ça commence tout de suite là, 1 an avant. Mais c'est pas que ça. C'est toute la thématique. On se remet à plat. On se dit, OK, quels sont les événements qu'on garde, qu'on arrête. Il faut pas hésiter à dire, bon, bah, ça, on stoppe. Ça fait très longtemps qu'on le fait, mais finalement... Est-ce que ça apporte quelque chose ? Est-ce qu'il ne faut pas le faire évoluer différemment ? Voilà, donc c'est vrai qu'on se pose avec l'équipe com et l'équipe commerciale et on se fait souvent un petit brainstorm après salon. C'est notre bilan, quoi. Pour repartir sur des bases. Alors, il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas toucher, genre l'inspiration. Ça, c'est quelque chose qui est très attendu par les visiteurs et les ateliers. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent évoluer. Par exemple, le politique dont je te parlais tout à l'heure, c'est une première. Moi, je souhaite qu'il soit décliné sur tous nos salons, pas que dans le fil et l'aiguille. Je pense que ça peut être aussi au niveau tout ce qui est réutilisation, upcycling, la notion d'éco-responsabilité en DIY, elle a pris une ampleur gigantesque. Donc ça, moi, j'aimerais continuer à le développer. Le village des créateurs, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de créateurs qui font des choses eux-mêmes, mais qui vendent des produits finis.
et qui n'ont pas toujours leur place à Création Savoir-Faire. C'est Création Savoir-Faire, c'est vraiment un salon où il n'y a rien en produit fini. Donc là, c'était un moyen de mettre en valeur aussi ces gens-là et qui correspondent aussi à une attente de nos visiteurs. Donc, je te dis, notre enquête visiteurs et exposants nous sert de base de travail. Après, moi, ça fait 3 ans que j'ai repris les choses, puis il y a eu le Covid entre-temps, hein. Donc les choses vont se faire petit à petit. Mais oui, on se repose les questions chaque année en fonction, on ne s'endort pas sur nos lauriers. Et puis les salons ont été mis à mal, hein, tu sais, pendant 1 an et demi. Hein. C'est un média qui souffre. Ouais. Donc, alors tout le monde dit oui, il faut aller sur le digital. Je ne vois pas comment sur du DIY, le 100% digital peut fonctionner. Nous, au contraire, il faut qu'on soit à l'inverse. Tu vois. Oui, et puis même tous les événements professionnels auxquels on a assisté là, pendant que justement il n'y avait pas de salon physique, bah, c'est quand même pas la même chose. Et puis pour les exposants, c'est quand même... moi, en tant qu'exposant, j'adore aller sur les salons et parler avec les gens, etc. Donc, c'est quand même un rendez-vous. Oui, ça, je pense que le digital peut nous aider. Et nous surtout être un formidable lien. Avant, on avait des forums, il y a très longtemps, et avant, c'était les associations dans les villes. Il n'y avait pas un village ou une ville sans association, et c'était ça notre lien. Bah, là, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Et le rôle de Marie-Claire Idé dans tout ça, c'est quoi? Parce que donc, c'est le salon Création et Savoir-Faire avec Marie-Claire Idé. Bah, c'est notre partenaire presse privilégié depuis 25 ans. D'accord. Alors, il se trouve que, pour la petite histoire, j'ai créé CSF. Enfin, j'étais toute jeune à l'époque, hein, mais j'étais dans l'équipe, j'étais responsable commerciale et puis je l'ai dirigé pendant 2 ans à la création, les 6 premières années. D'accord. Et au tout démarrage, donc c'était ma boss qui avait une idée, super idée, au tout démarrage, dans le comité d'orientation, comme on appelait ça à l'époque, Marie-Claire Idé était là. Donc, on a créé ce salon vraiment en s'appuyant sur la connaissance de Marie-Claire Idé du domaine du loisir créatif à l'époque, faire soi-même. Et donc, voilà, on a monté l'aventure ensemble, on a commencé ensemble. D'accord. Marie-Claire Idé, c'est le magazine emblématique du DIY, il n'y en a pas vraiment d'autres aussi. Voilà, fort, ouais. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, alors, donc la société qui organise, c'est comme Exposium, donc pour laquelle toi tu travailles. Il y a combien de personnes qui travaillent sur un salon comme le CSF ou comme l'Aiguille en fait? Alors là, on a tout réorganisé. Écoute, on doit être 6, 7. D'accord. Mais bon, dans des sociétés comme ici, tu sais, tu as énormément de services transverses. Oui. Donc, c'est des gens qui ne travaillent pas que sur création et savoir-faire. Bien sûr. Mais vraiment qui ont ça en majeure importante, oui, 6 ou 7. D'accord. Et donc, toi, tu organises quel autre salon dans l'année? Aiguille, en fait. D'accord. Moi, je suis la directrice du pôle DIY au sein de cette société. Et moi, ma spécialité, c'est vraiment les salons du DIY. D'accord, ok. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu avais créé une société au départ. C'est quoi ton parcours? Comment t'en es arrivé à organiser des salons? J'ai été embauchée il y a longtemps pour créer dans l'équipe commerciale de création et savoir-faire. Pour organiser ce salon, moi je pensais qu'un salon c'était la pièce d'une maison, si tu veux, donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Et on a sorti un événement magique. C'est-à-dire que création et savoir-faire, la première année, c'était complètement fou, quoi. C'était l'ancienne gare d'Auteuil à Paris, dans le 16e. Il y avait 150 stands. On n'avait jamais fait de salon sur ce domaine-là. Et le jour de l'ouverture, il y avait une file d'attente sur 200 mètres. C'était complètement dingue. Et c'était un salon vraiment comme on voulait, c'est-à-dire complètement magique, Noël. Voilà. Et ça fait 35 000 visiteurs la première année, 55 000 la deuxième, enfin des courbes de progression complètement folles. On est allé ensuite s'installer sur l'hippodrome d'Auteuil, sous tente. Les gens qui arrivaient en voiture dans la boue, on a eu la neige, on a eu les grèves, et à chaque fois il y avait du monde, c'était assez magique. Et donc j'ai eu la chance de participer au début de l'aventure, et ça m'a donné le goût du salon, et qui est c'est mon métier maintenant depuis, ça a toujours été mon métier depuis 25 ans. D'accord. Et puis quand Création et Savoir-Faire a été vendu à ce qui allait devenir comme Exposium, moi j'ai quitté la société, j'ai monté ma propre entreprise, donc j'avais une petite trentaine, avec un associé, et on a lancé et on a créé Aiguille en fait. Aiguille en fait, c'est une partie de Création et Savoir-Faire. Pour avoir travaillé sur création et savoir-faire, je savais que le textile et tout ce qui était broderie, patchwork, tricot pouvait être un salon
À part entière. À part entière, comme c'était le cas aux États-Unis ou en Angleterre où j'allais beaucoup. Donc voilà, donc Aiguille en fait est née et puis après 15 ans, j'ai été approchée, enfin on s'est rencontrés avec Comme Exposium et puis il y a une opportunité, donc j'ai vendu ma société, j'ai été embauchée comme directrice du pôle. D'accord. Tout en gardant mon petit salon et retrouvant Création et Savoir-faire que voilà, j'avais quitté D'accord. quelques années auparavant. Bon, et l'événementiel, moi, je travaille dans le marketing aussi, et l'événementiel, moi, c'est toujours la partie qui me fait le plus peur. Et je me dis, mais parce que finalement, comme tu le dis, il peut y avoir des conditions météo horribles qui font que le salon, enfin, l'événement qu'on organise est compromis. Il peut y avoir effectivement des grèves de transport, hein, parce que j'imagine que Visitora est quand même très, très large. Et enfin, typiquement, moi, j'habite à Grenoble, et à chaque fois, c'est quand même un investissement de venir. En argent, en temps, en tout ça. Donc, j'imagine que c'est d'être quand même un environnement assez stressant. Et puis, bon, évidemment, avec le Covid, on n'en parle pas, mais... Le pire qu'on a eu, c'est les attentats avec Création et Savoir-faire. oui. Je n'étais pas encore dans l'équipe à l'époque, mais bon, j'y suis allée par... ça a été... c'est vrai, oui. C'était, je sais pas, les attentats ont eu C'était le 13 novembre, je crois. Week-end, et le salon ouvrait le mercredi, tu vois. Ah ouais. Et donc, ça a été assez terrible. Non, c'est vrai qu'un salon, il y a plein de stress, ça c'est sûr. Mais c'est aussi ça qui est intéressant quand il est bien préparé. Même si on va avoir les grèves, les gilets jaunes qu'on a connus, la neige, enfin j'en passe. Il y a toujours ça va être des variables de 20%, tu vois, on s'est arrivé à avoir moins 20% de visiteurs, mais on sort quand même un salon. D'accord. Et il y a quand même la magie qui opère. Ouais. Tu ouvres la porte. Alors après, moi, je fais des salons grand public, donc il y a ce côté, tu ouvres la porte le matin et puis tu vois les gens qui arrivent. Et qui sont contents d'être là. La satisfaction est immense. Hein. Mais j'ai connu aussi des salons que j'ai montés où tu n'avais personne à l'entrée. Ça, j'en ai fait. Hein. Des salons à Bruxelles où tu dis, bon, on fait un super salon création et savoir-faire à l'époque, justement. Et que il n'y a personne. Ouh là 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 là. C'est dur aussi. Mais ça fait partie du job et ça. Ouais. Voilà, il faut rebondir après, mais c'est vrai que c'est pas évident. Bon, donc pour toi, c'est du bon stress. Mais c'est du bon stress parce que c'est une satisfaction que tu peux pas connaître dans d'autres métiers, c'est impossible. Et puis tu t'ennuies jamais, tu es toujours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu as une période où là, tu vois, le stress monte quand même. Bah oui, on est à J-15. Le salon a lieu, ça ferme, mais là, tu as une période de décompression. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le vis, moi, en tout cas, et c'est pour ça que je l'aime, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, c'est jamais le même rythme à l'année. Ouais. bon, faut être né pour ça quand même. Moi, l'événementiel, je trouve que c'est trop. Alors, si on revient sur vraiment le cœur le cœur, il y a plusieurs cœurs dans le salon, mais donc tu nous as parlé de l'allée des créateurs. Il va y avoir les ateliers. Je crois que j'ai lu qu'il y avait 500 ateliers qui étaient organisés. L'allée de l'inspiration. Les ateliers, on a 2100 places d'ateliers. Purée. Bon, et donc il en reste encore 2-3. On peut encore se... Ouais, là, on est... oui, largement. En plus, les gens se décident plutôt plus tard que d'habitude. En plus, on les a mis en ligne plus tard. Mais là, c'est vrai qu'on a déjà vendu près de 60%. Tu vois, des places. Ah oui, d'accord. En général, on fait en sorte qu'il en reste 10%. Tu vois, avant, pour que les gens qui viennent au salon puissent sur place se décider. Il y en a toujours sur place qui restent. C'est hyper important parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de s'organiser avant. Oui. Moi, c'est plutôt mon cas. Mais il y en a qui seront dispo. Et puis, il y a aussi des ateliers qu'on met en place qui sont plus des animations gratuites où les gens peuvent, en passant, s'asseoir. C'est ce qu'on va faire avec la broderie, avec le patch. Une fois, oui. Voilà, je fais ça. J'ai participé à celui-ci. PBO, donc c'est des endroits où on s'assoit et puis il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Sur le politique aussi, il y en a pas mal. Et donc ça, c'est important d'en garder parce que sinon... Oui, il y a une petite frustration quand on arrive dans un mince, j'aurais dû mieux m'organiser. Ouais. Bon, et donc l'allée de l'inspiration, donc c'est des créateurs que vous avez missionnés pour nous inspirer, c'est ça? En fait, c'est des petites scénettes, petites vitrines de 3 mètres sur 1,50 mètre. Chaque année, il y a un thème différent. Cette année, c'est dans mon atelier. Et l'idée, c'est de permettre à des gens qui ne sont pas des exposants de pouvoir venir montrer un peu leur univers. Souvent, ce sont des influenceurs, des artistes, des créateurs qui vont faire... alors, il y a toute une charte, hein, c'est pas du tout... c'est pas carte blanche. Il y a une sélection, on est très regardant, il faut qu'il y ait tant de pourcents de DIY, il faut que ça réponde à un certain nombre de critères. D'accord. Mais souvent, c'est assez magique et on reçoit, en général, ceux qui sont
partant, c'est jusqu'au bout. Hein, donc, D'accord. Donc, c'est net, c'est pour prendre en photo, c'est pour s'inspirer, c'est pour découvrir l'univers de quelqu'un qu'on admire, c'est un salon un peu instagrammable, hein, donc il faut qu'il y ait ce côté voilà, un peu magie. L'année dernière, on avait une super mauvaise bonne idée, on l'avait mis à l'entrée en se disant on va casser un peu le côté allée, on va faire plutôt une entrée waouh, et on arrive raté total. Mais où est l'allée de l'inspiration? On ne comprend pas. Il faut nous la rendre. Donc, on s'est dit, bon, allez, on recommence parce qu'on a toujours des bonnes idées qu'on trouve super bonnes, mais parfois, elles ne sont pas super bonnes. Donc là, on s'est dit, bon, OK, alors on va rebattre les cartes, on recommence notre allée de l'inspiration. Et puis là, du coup, on a 20 vitrines. J'ai vu les propositions, ça va être super beau. À l'entrée, c'est plutôt les pôles nouveautés, c'est-à-dire qu'on peut découvrir les produits des exposants mis en scène par une scénographe. Où là, avant de commencer ta visite, tu vas pouvoir voir les différents produits qui sont présentés, les nouveautés des exposants. D'accord. Alors, tu peux nous utiliser quelques noms sur les créateurs qui… On a la chance d'avoir tout prêt depuis un petit moment, parce que pour le coup, c'est le truc, on était vachement en avance. D'accord. Parce qu'il y en avait certains qui s'étaient engagés en 2020. Donc, ils ont dit, est-ce qu'on peut recommencer? Donc, on a dit oui, évidemment. Donc, ils avaient déjà plus ou moins tout prêt. Donc, sur le site Internet, il y a absolument la description de tous les différents artistes et influenceurs qu'il y a. Mais il y a Marion Breton, il y a Ludovic Brosse, il y a Marion Talley. Alors je connais leur nom, je ne connais pas leur nom de scène. Oui. Ça, je ne vais pas dire de bêtises parce que Bleu de Sienne, tu vois, Marion, c'est Bleu de Sienne. Il y a René Ruxicle, on a Les Tribulations de Marie, on a Telem, Rock and Paper, Idées Textiles et Lolucette en cours de création. La Papoterie, un espace très sympa qui a à Paris de céramique. D'accord. De la peinture. On a une brodeuse qui s'appelle Céline Dupuis qui fait des choses super jolies. On a Amélie Workshop, Atelier La Patine. Pas que du fil et de l'aiguille, encore une fois, ça aussi, ça fait partie de la prérogative de cet espace. C'est d'avoir vraiment toutes les activités représentées. The Mother of Two, qu'est-ce qu'on a d'autre Bon, donc encore plein de belles créatrices, beaux créateurs à aller découvrir. Je ne connais pas beaucoup dans ceux que tu as cités. Tu n'en connais pas beaucoup? Non, je connais Tribulation de Marie parce que je l'ai reçu dans le podcast et puis je l'ai déjà rencontré au CSF d'ailleurs. Mais ouais. Ok, bon, donc voilà, des beaux moments d'inspiration à venir alors. Ouais. Super. Si je suis créateur, un petit créateur, entre guillemets, alors voilà, soit comme tu disais, effectivement, où je vais vendre des choses pour que soi-même on puisse créer à partir de mes produits, soit parce que je suis créateur de faits main, d'objets faits main. Est-ce que je peux exposer sur un salon comme CSF ou c'est trop gros, c'est pas un budget pour des petits créateurs entre guillemets? Il y a tout, c'est pour tous les budgets. La moyenne du stand, elle a pas mal baissé parce que justement notre souhait c'est vraiment de pouvoir ouvrir beaucoup plus à des petits créateurs, comme tu dis. D'accord. Des petites pépites que le visiteur va découvrir en visitant le salon. Et je dirais que c'est même plus la place d'un salon comme Création et Savoir-faire de présenter des petits créateurs, même si c'est aussi d'être une vitrine pour des grosses boîtes, mais on a un rôle à jouer là-dessus. Et c'est vrai que jusqu'à présent, tu as raison, hein, le prix pour exposer était très élevé. Donc là, on a créé des tarifs artisans créateurs pour le politique ou pour le village créateur avec des surfaces qu'on a baissées. Avant, c'était 6 mètres carrés minimum. Maintenant, on peut avoir des espaces à 4 mètres carrés. Donc, on travaille vraiment là-dessus parce que je pense que c'est l'avenir du salon. Et non, au contraire, oui. On a le tarif découverte. Donc, découverte, c'est la première année. D'accord. Et après, on accompagne. On a un tarif découverte 2. Donc, quelqu'un qui vient exposer une première année ne va pas passer du tarif découverte au tarif super cher, entre guillemets, du jour au lendemain. Oui, d'accord. On accompagne progressivement. Et notre souhait le plus cher, c'est qu'une découverte puisse, au bout de 2 ans, dire bon, je prends un 10 mètres carrés, stand équipé, tout va bien. Et c'est aussi ça. Hein, c'est que c'est pour les gens qui veulent en faire un métier, c'est de pouvoir réussir, développer. Et ça se voit aussi au travers de la taille des stands qu'ils prennent. Ça, c'est hyper satisfaisant. C'est clair. Tu as une boîte qui se lance au salon et qui, 2 ans après, prend 20 mètres carrés. C'est génial. Ouais, d'accord. Ok. Bon, donc, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce milieu, en fait, tu loues un stand à l'intérieur de la superficie qui est vendue. Et après, c'est soit un stand nu, soit un stand équipé. Donc, le stand nu, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il y a une moquette et c'est tout. Et le stand… Moi, je ne vends pas de stand nu. Moi, j'ai d'accord. pour des cloisons.
C'est classique, où il y a plusieurs tarifs. Il y a un tarif super équipé, où il y a tout, et il y a un tarif un peu moins équipé. Et même avec un peu moins équipé, tu as de l'éclairage et des cloisons, et tu peux t'installer. Hein. D'accord. Ok. Et puis, donc voilà, le stand plus équipé, où là, effectivement, il y a tout qui est prévu, l'éclairage, l'électricité. La tendance DIY de cette année ou de ces derniers mois ou de ces prochains mois, pour toi, c'est quoi? Et puis, qu'est-ce qu'on va découvrir comme nouveauté sur le salon? Je pense que l'aspect éco-responsabilité prédomine. Et ce n'est pas que dans une activité, c'est un art de vivre, c'est la façon d'appréhender. Le DIY, intrinsèquement, c'est ça. C'est la réutilisation, c'est le zéro déchet, c'est le fait main. Enfin, il y a vraiment cet aspect éco-responsable qui, à mon avis, est de plus en plus fort. D'ailleurs, on a créé ce petit pôle éthique avec un atelier central où tu as des gens, je ne sais pas si tu vois, Cousu Bio, Aesop, The Comptoir, Big Bad Yarns, Camélire, Maison Septembre, tout ça, voilà, qui ont tous une façon de travailler. Ils ont vraiment ils suivent une charte. Alors, ce n'est pas la charte GOTS qui est une charte, je ne sais pas si tu connais, qui est très, très stricte. Il y en a qui sont certifiés GOTS, hein. Mais nous, sur CSF, on ne voulait pas aller trop fort non plus. Donc, on démarre ce pôle. Mon souhait, c'est qu'il se développe, mais ça fait complètement sens. On est de plus en plus RSE, comme on dit. Nous, sur le salon, moi, j'ai banni la moquette. Hein. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment des combats. Et quand tu vois les dizaines de milliers de mètres carrés de moquettes qui sont ensuite, tu vois comment est fait la moquette de salon, enfin, c'est quand même bien plein de pétrole, et qui sont ensuite pas réutilisés, jetés et polluants, ça ne sert à rien. Donc, je préfère mettre le budget sur d'autres choses, sur animer la communauté à l'année, sur plus d'ateliers, sur un salon décoré sympa, mais voilà, la moquette, ça, c'est un choix. Alors, on l'expliquera à l'entrée. Je pense qu'il y aura sans doute des gens qui vont dire « Ah là là, c'est horrible et tout ». Oui, peut-être. Est-ce que du coup, c'est le sol brut? Oui, c'est le sol brut. D'accord. Je le faisais déjà sur Aiguille en Fête pour les expos. Pardon, excuse-moi, mais j'avais juste je le faisais et ça passait très bien. Après, il faut à nous d'amener la magie ailleurs que par le sol brut. Tu vois? Oui, d'autant que c'est pas… Si tu réchauffes l'intérieur voilà, exactement. d'une autre manière. Après, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait tout un espace avec Emmaüs là qu'on n'a pas cette année parce que pour raison Covid, ça a été compliqué pour eux de s'organiser. Mais le côté je réutilise, ce qu'on appelle upcycling, mais c'est vraiment ça, c'est la réutilisation et de redonner vie à des objets en les peignant, les bricolant. Ça, c'est des choses qui sont très fortes sur le DIY. Et comme là, dans cette période de confinement, on a dû faire avec ce qu'on avait à la maison. C'était typiquement le genre de choses. Il n'y a jamais autant de gens qui ont redécoré leur maison ou leur appart avec ce qu'ils avaient et ils réutilisaient, ils retransformaient. Donc ça, je pense que l'aspect éthique et DIY éco-responsable est important. On va le développer aussi sur l'Aiguille en Fête avec un espace qui s'appelle La Parenthèse. Pareil, avec des ateliers, tout ce qui est art floral, tout ce qui est végétal, on utilise de plus en plus du naturel, on fait ses produits d'entretien soi-même, on fait ses produits de beauté soi-même, ça choque plus. Quand tu vois les rayons de supermarché pleins de vinaigre blanc, de bicarbonate de… voilà, tu te dis, bon, tu fais toi-même tes produits d'entretien. Donc, il y a cette notion quand même, la vente en vrac, sur plein d'aspects. Voilà, donc ça, je pense que ça prédominera. Les nouveautés, on a refait notre défilé de mode avec Artésane. Donc ça, je suis ravie parce que c'est pas un défilé de mode classique, hein, c'est des couturières qui portent leur réalisation et qui, pour certaines, débutaient. Hein. Donc ça donne des tenues. Enfin, c'était vraiment super. On l'avait fait l'année dernière à l'arrache. Il y a 2 ans, tu veux dire? Plus que maintenant. Il y a 2 ans, pardon. Oui, si tu vois. Et là, on le refait de façon un peu plus scénographiée. Et on aura aussi avec Artésane un live, une scène, en fait, un talk show permanent pendant les 5 jours du salon. Donc ça, c'est des grandes nouveautés qui sera online aussi pendant le salon où on va pouvoir… moi, j'interviendrai, mais il y a aussi les exposants, des créateurs de l'inspiration. Il y aura peut-être des masterclass aussi. Bon, c'est chouette. Donc ça, c'est un côté digital, tu vois. C'est le lien entre le physique et le digital. Ouais. Et des masterclass sur quoi? J'ai pas encore leur programme. D'accord.
Je n'ai Bon. pas encore leur programme. Je pense qu'ils feront intervenir certains de leurs profs Oui, d'accord. et puis des exposants, mais je n'ai pas encore, non, j'ai pas encore tout le programme. D'accord, parce que Artisan, c'est quand même effectivement un gros partenaire, enfin, et typiquement une des boîtes qui grossit bien et que tu... Ouais. Zan, je me souviens encore des petits stands de 12 mètres carrés. Ouais, Et au tout démarrage de l'entreprise Anne-Sara, je me souviens très très bien. Et c'est vrai qu'ils ont développé par 3 leur communauté multiplié par 3 leur communauté pendant le pendant le confinement. Mm. Bon, Donc c'est vrai que une belle réussite. Hein, c'est une cette belle boîte. réussite. C'est une belle Ouais. réussite et qui apporte aussi pas mal aux pros, hein. Enfin, aux gens qui veulent devenir ou qui veulent créer leur boîte de plus en plus. D'ailleurs, ils auront un petit espace, un petit espace sur leur stand, en plus de l'espace défilé, pour justement que du B2B, D'accord. pour répondre aux demandes de créatrices ou même de sociétés déjà établies sur des questions, ça va, du marketing digital. Enfin, voilà, je pense que voilà, c'est leur volonté aussi de développer le B2B. D'accord, ok, bon, bah, c'est chouette. Et justement, il y a 2 ans, Artisan avait enregistré des épisodes de leur podcast directement sur le stand, sur leur stand, Ouais, dans ils une espèce l'ont de fait chaque petite année, hein. cabine. Ah oui, Ouais, d'accord. ils l'ont fait chaque année, mais l'année dernière, oui, parce que j'avais participé, parce que tu l'avais Oui, écouté, mais j'avais fait un podcast avec ouais, eux. ouais. Et j'étais surprise de la qualité du son, hein. C'était pas, on entendait très bien. Enfin, je m'attendais à un truc inaudible et en Oui, fait, oui, j'avais c'était trouvé bien ça géré. plutôt. Mais bon, c'était sur place, donc toi, tu as le bruit derrière. Oui, il y a quand même un peu le brouhaha, mais Ah, oui, effectivement, oui, oui. oui, c'était audible. Oui, oui, moi, j'en ai écouté quelques-uns. Oui. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu as des anecdotes de choses un peu improbables, des petites histoires dans toutes ces années de salon, que ce soit sur le CSF, sur Aiguille en Fête, voilà, des choses un peu qui t'ont marqué? J'en ai plein, j'aurais dû préparer. Toi, pour vous dire, j'ai pas préparé ça. Sinon, je te repose la question dans 5 minutes. On a on organise le championnat de France de vitesse de tricot, lui en fait, D'accord. le speed knitting. Ok. Et on a fait ça parce qu'en 2000, on a fait ça en 2006, je pense, quelque chose comme ça, donc il y a un petit moment. Et on a fait ça parce qu'on voyait qu'il y avait des épreuves qui se déroulaient dans le monde de vitesse de tricot. Un truc de fou. Et Nous, on avec connaît pas. les yeux bandés, en plus, non? Non, même pas. Bah non, Parce parce que que c'est une vitesse. Bon, elle ne regarde pas tellement. bah oui, c'est ça. Ouais. Et donc, on se dit, bah, super, on va faire ça, on va organiser une épreuve sur le salon. Ils ont dit, voilà, le salon Aiguille en Fête propose la première épreuve France, le premier championnat de France de vitesse de tricot. On a Fil d'Art comme partenaire. On a mis des grosses aiguilles avec une laine qui n'était pas une vraie laine. Enfin bon, on se débrouille. Et là arrive la grande championne de Hollande. Moi, je ne savais même pas qui c'était. Elle arrive, elle a son petit sac avec. Elle se met de la poudre sur les mains comme les grandes gymnastes. Oui, ouais. Et là, elle arrive et elle voit nos aiguilles et notre fil et elle refuse. Elle dit, ce n'est pas réglementaire. J'étais, parce qu'il y avait un règlement. Et donc, on s'est aperçu, en effet, qu'il fallait avoir des aiguilles numéro 3, du fil d'une certaine. Alors, on a tout changé, branle-bas de combat pour que la grande star puisse compétir. Au dernier moment, du coup, comme ça? Au dernier moment, on est allé voler chez les partenaires. Donnez-nous ça, on veut des aiguilles. Tout. Et donc là, ça a été génial parce qu'elle était là, donc elle tricote à une vitesse, c'est impressionnant, elle est dans le Guinness Book des records. Ouais. Et donc chaque année, on a joué le jeu. On a créé une scène comme un ring de boxe avec un règlement mais super précis, avec le numéro d'aiguille, le nombre de minutes et tout, pas du tout à la va que je te pousse comme on l'avait fait. Et chaque année, on a plus de 500, 400, 500 compétiteurs. Sérieux? C'est Ouais. énorme. Et c'est notre championne, la championne de France, c'est toujours la même depuis 10 ans. Elle n'a jamais été battue. Et je peux te dire que ça, chaque année, ça vient, c'est le dimanche, c'est le dernier jour, on est tous là, allez, tout. Catherine Bouénard, indétrônable. Donc ça, et on a organisé des épreuves pour les hommes, donc on est des épreuves familiales, donc il y avait plein de catégories différentes, on a fait gagner des coupes. Enfin, c'était chaque année, on réinventait la compétition, c'était très drôle, mais toujours avec ce règlement très sérieux. On rigole pas avec le tricot. D'accord, bon, bah, c'est chouette. Je me disais aussi, si moi-même je veux proposer un atelier au CSF, comment je peux faire? C'est possible ou pas? Complètement. On ouvre les propositions, on envoie en général, il faut être attentif à nos réseaux. Et D'accord. en général, on lance les appels à candidature, comme on appelle ça,
au mois de D'accord. avril-mai. Pareil, c'est très en fonction du nombre de box et du type de box qu'on veut présenter. D'accord. Il y a quand même on regarde le type d'atelier, l'historique de la personne, etc. Bien Donc, sûr. on check quand même. Oui. Il y a un petit cahier des charges à remplir. Et puis, voilà, si ça correspond à nos besoins, là, tu vois, je voulais absolument des box plus végétales. J'ai une box éco-responsable, justement, qui va dans le sens de ce que je te disais. Donc, plein d'ateliers autour de l'éco-responsabilité. Bon, dans ces cas-là, on fait ces appels à candidature, on les lance là-dessus et on sélectionne en fonction. D'accord. Et ce qui marche le mieux, c'est couture, broderie. Donc, cela, c'est assez vite plein. Et très vite, on a les profs qu'il faut, mais en éco-responsable, là, on a trouvé des trucs trop, trop bien. Ouais, je suis contente. Bon. Donc voilà, à partir du mois de mai, appel à candidature, à partir du mois de mai, tout le monde peut donner des cours. Et alors, en fait, c'est des cours qui sont payants, il faut savoir, pour les visiteurs, entre 5, 10, 15, enfin, c'est 5 € de la demi-heure en général, sauf quand il y a des grandes stars, mais voilà. Et il y a un pourcentage de l'atelier qui va à l'organisation et l'autre pourcentage, c'est 40-60, je crois que c'est 60 pour le créateur et 40% pour l'organisateur. D'accord. Parce que toute la gestion des plannings, c'est nous. Oui, et puis la mise à disposition de l'endroit. Voilà. D'accord. Donc, il faut s'en servir comme d'un petit événement promotionnel. Ok, génial. Donc, on disait tout à l'heure, le salon, c'est l'occasion de préparer Noël. Qu'est-ce que vous nous réservez cette année? Donc, évidemment, on va pouvoir, j'imagine, préparer notre calendrier de l'Avent. Oui, d'ailleurs, la date a été... j'avais cherché à avancer la date parce que l'année dernière, il y a 2 ans, nous étions à la fin du mois de novembre. Oui. Début décembre. Oui, c'était un peu trop tard. Le calendrier de l'Avent, c'était raté. Oui. Donc là, je voulais qu'on revienne aux dates qui sont d'ailleurs des dates, mais comme il y a beaucoup de travaux à la Porte de Versailles, des dates qui permettent un peu plus de temps pour préparer le mois de décembre. Après, les calendriers de l'Avent, on en trouve dans tous les stands quasiment, que ce soit textile, papier, chocolat. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un moyen c'est un moyen d'exercer sa créativité qui est... C'est un peu le rendez-vous, quoi. Voilà, c'est le moment rendez-vous sympa de l'année. Ouais. Après, on va pouvoir faire ses couronnes de Noël, on va pouvoir... donc, les couronnes, c'est très créatif, tu en as plein, ça va être beaucoup de fleurs séchées, des couronnes qui ne sont pas forcément végétales. Donc ça, la couronne de Noël, c'est toujours un must-have. On va avoir des bougies à faire soi-même. On va avoir... qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour décorer sa table, je pense qu'on va avoir des petits... toutes les petits des suggestions pour faire des belles tables de Noël. D'accord. La gravure sur verre pour personnaliser ses petits verres avec Dremel. Donc, on a tellement, je ne te dis pas. Mais c'est vrai qu'on a un box qui est dédié à ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment... Oui, c'est vraiment un des gros sujets du salon. Un gros sujet, voilà. Ouais. On rentre dans le salon, donc on sera accueilli par une ambiance un peu sapin, petite scénette à l'entrée, un peu sapin guirlande. Et puis c'est vrai que les exposants aiment bien décorer leur stand dans cet esprit-là. C'est l'univers qu'ils mettent en avant, c'est leur collection de Noël. C'est le mois des décembre, c'est le mois le plus important pour le commerce en France et dans le monde. Donc, en général, ils mettent le paquet. Donc ça, c'est sympa aussi, c'est que sur création et savoir-faire, les exposants, pour la plupart, jouent le jeu et proposent rivalisent des d'imagination. Sachant que je pense que le must ira sur le stand de Marie-Claire Idé qui est toujours très, très cosy, très Noël. Oui. Et à chaque fois, des belles boules de Noël et à chaque fois, on rentre en disant « Ah, il faut que je fasse les mêmes. » Exactement. Et là, c'est en fait, ils mettent tous leurs magazines en vrai sur un stand, avec les ateliers derrière. Donc, ça va être sympa. Bon, et écoute, génial. Et alors, tu ne nous as pas dit, est-ce que toi, tu fais des loisirs créatifs aussi? Moi, je sais tout faire, mais j'ai le temps de rien faire. Moi, j'ai une maman couturière, une grand-mère couturière, tricoteuse. J'ai baigné là-dedans, donc c'est pas... Il n'y a pas de hasard? C'est pas un hasard si j'adore ces activités-là. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, je jardine. C'est la seule activité que je fais, c'est je jardine. J'ai essayé tout, j'ai tout fait, mais en fait, il y a un problème de temps et c'est vrai que je l'ai fait quand j'étais enceinte, j'avais un peu plus de temps. Et moi, je vais être plutôt vers, celle que j'ai le temps de faire plus, c'est vrai que c'est le bricolage et le jardinage. Ouais, d'accord. C'est du DIY, mais c'est plus ça. Ça reste avec les mains. Ça reste avec les mains. Et là, j'ai envie c'est mon nouveau truc, ça, j'ai très envie d'apprendre la vannerie. Je trouve qu'il y a des trucs qui se développent, là, des créateurs qui proposent des ateliers. Alors, on en aura sur Aiguille, en fait.
parce que c'est plus quelque chose d'été, puis ça permet de faire, tu sais, tu fais tes haies et tout. Mais ça, je vais absolument l'apprendre. Et j'espère qu'on en aura sur Aiguille. En fait, là, cette année, je ne crois pas qu'on a de vannerie sur le salon, malheureusement. Et ça se développe de plus en plus. Bon. Mais j'ai tout essayé, mais je ne suis pas poursuivie parce que je n'avais pas le temps, en fait. Ouais. Il faut faire que ça. On rêverait tous, toutes, je pense, de faire que ça et de dire allez. Ça a sauté une génération parce que ma fille, j'ai 2 filles et j'en ai une des 2 qui son plus beau cadeau à 10 ans, 12 ans, c'était une machine à coudre. Donc je me dis bon, au moins, elle fera plus que moi. Ouais. Après, il faut que ça perdure dans le temps parce que si justement dans toutes les créatrices que j'ai eues sur le podcast, souvent elles ont, comme tu dis, elles ont baigné dedans pendant leur enfance. Et puis finalement, elles se sont dirigées vers d'autres études, donc des études qui n'ont rien à voir. C'est manuel, ouais. Voilà. Et en fait, elles ne dessinent plus, elles ne peignent plus, etc. pendant un certain nombre d'années. Et puis après, en fait, ça revient pour plein de raisons. Mais effectivement, les naissances, typiquement, ça fait partie. Naissance, mariage, voilà. Ça fait partie des moments où on se remet un petit peu dedans. On s'y remet et avec plaisir. Et puis, on découvre que maintenant, on a des modèles par rapport à quand moi, j'étais jeune. Pas dire qu'au niveau créativité, c'était dingo. Là, il y a quand même des patrons ravissants. Les matières ont changé. C'est vraiment c'est beaucoup plus inspirant que ça ne pouvait l'être. Et puis, c'est très accessible parce qu'on a quand même, entre Internet plus les magasins de loisirs créatifs qui sont quand même assez présents. Évidemment, tout dépend de la région dans laquelle on habite, mais on a quand même un assortiment assez important et accessible facilement. Et puis, est-ce qu'on prend aussi peut-être un peu plus le temps aussi? Parce que finalement, tu vois, on voit le bienfait que ça nous apporte de dire je peux décompresser quand je suis en train de coudre, quand je suis, moi pour le coup, faire de la carterie. On pense plus en fait aux soucis quotidiens. On est déconnecté un petit peu de tout ça. Donc, oui, c'est de notoriété publique. Quand tu entends des mots comme la trichothérapie, maintenant on en parle et c'est plus une honte. Il y a quand même eu toute une période où quand tu faisais des travaux d'aiguille, non, je fais ça vaguement moi-même, tu le disais pas trop. Là, c'est tout l'inverse. Tu revendiques. Et c'est ça aussi qui change les donnes. Il y a des années, on organisait la journée mondiale du tricot que je relayais. La journée mondiale du tricot en plein air, c'est ton coming out tricot, quoi. Tu assumes le fait que tu tricotes et tu te fous à la terrasse d'un café et tu tricotes. Et c'est vraiment ça. Maintenant, on l'assume et c'est comme une position, quoi. On la revendique. Il n'y a plus ce côté chichi pompon, non, ouvrage de dames, c'est que pour les dames d'un certain âge. Ça a complètement changé. Complètement. Ça, c'est vrai que je l'ai vu sur 25 ans évoluer. Attends, avant 2002, il n'y avait pas de tricot. Il n'y avait pas de tricot dans les salons. Le premier nid de café qu'on a fait, c'était en 2000, peut-être 5, avec Fil d'Art, et c'était la seule marque. Et là, ça a explosé parce que nouveaux modèles, nouvelles matières, et puis ce côté, on assume, venu des anglo-saxons. Et puis les réseaux sociaux ont dû avoir un rôle quand même dans tout ça parce qu'en fait, Internet a beaucoup apporté. On voit toutes les 5 minutes, c'est sans fin en fait, le nombre de créatrices qui existent. Et puis finalement, elles peuvent être n'importe où dans le monde à partir du moment où on comprend à peu près l'anglais. Et puis même, c'est comme c'est très visuel finalement, n'importe quelle nationalité de créatrice peut nous permettre quand même de s'inspirer. Donc c'est génial pour ça. C'est génial pour ça, on a accès à tout. Non, ça a complètement ouvert le champ des possibles, ça, c'est sûr. Bon, donc on est plus que jamais, on a tout dans les mains pour faire des loisirs créatifs. Et puis, donc, on va pouvoir venir se régaler au CSF cette année. Donc, c'est du 17 au 21. Il y a une nocturne le jeudi soir. Le jeudi, de 17h à 21h. On peut venir plus tôt si vous arrivez à 17h. C'est déjà les tarifs de la nocturne qui sont moitié moins chers. On a baissé les tarifs cette année aussi, de 2 € sur l'ensemble de la billetterie. D'accord. Avec la situation, donc on est sur des tarifs qui datent de 2013. On est sur les entrées sont quand même beaucoup, beaucoup moins chères. Bon, ça fait partie des... Pareil, on ne peut pas faire comme si il n'y avait rien eu. Il s'est quand même passé un an et demi compliqué. Plein de choses, Et les visiteurs et visiteuses, alors j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de visiteuses. On peut dire 99,9%. Je pense qu'on n'est pas loin du compte. Beaucoup d'enfants aussi, les enfants qui viennent avec les mamans. Écoute, alors, quand on a ouvert le mercredi, on s'est dit ça va être un raz-de-marée avec les enfants, mais alors pas du tout en fait.
Ouais. Non, Mais non, parce que elle tu n'as veut pas, pas t'as pas envie s'embarrasser. d'être Bébé, embêté par les enfants. bébé poussette, ok, Oui, parce qu'ils ne viennent pas t'embêter pour aller à un stand, machin. ouais. Au-delà, plutôt le week-end, et c'est plutôt les grands-parents qui s'y collent, hein. C'est la grand-mère, hein. Parce que la maman, en fait, elle vient avec des amis, enfin, c'est plus un endroit où on se retrouve entre amis ou entre personnes de la même Autour du passion. même loisir, voilà, c'est ça. Et l'enfant, il n'a pas toujours sa place, non? Alors après, quand elles sont plus grandes, les petites Oui. filles ou les petits garçons, hein, moi je faisais venir des classes, avec des garçons aussi bien que des filles qui se mettaient à la broderie et au tricot, mais c'est au bout d'un moment, elles demandent. Elles disent, ah ben non, j'aime bien et tout. Donc là, bon, bah, on peut partager, mais c'est Ouais. pas autant qu'on peut penser. Oui, oui, oui. Par contre, elles font pour les enfants, beaucoup, ça oui. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Non, non, ça c'est sûr que c'est génial parce que c'est une source d'inspiration, les enfants. Oui, oui, oui. Alors, pour les vêtements, c'est un peu pénible parce que ça grandit, les enfants. Donc, Oui, il faut alors quand tu t'es embêté à faire une robe, ou tu as sué et qu'au bout de 2 mois, ça va plus, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Bon, ça, moi, je me suis plutôt concentrée sur les accessoires. Ça reste un peu plus dans le temps. Voilà, qui ne bouge pas. Ouais. Ok. Et puis, alors, il y a beaucoup de personnes de la région parisienne, j'imagine. Ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui viennent un peu de loin, de partout en En France? général, on est sur du 65% Paris, région parisienne, pour le D'accord. salon. Je pense que là, oui, il y aura. Mais bon, j'ai des visiteuses qui me disent qu'ils viennent de Montpellier, mais bon, ça sera vraiment Je pense qu'on aura moins, tu as raison, de gens de région qu'on a pu avoir en proportion. C'est ce qui est logique, enfin, j'imagine. Franchement, je ne sais pas comment les gens vont. C'est vraiment une inconnue, hein. Alors, on a des préventes, les préventes se passent bien, donc ça nous permet de nous dire, bon, il y aura quand même du monde, de savoir d'où ils viennent, enfin, franchement, je ne sais pas. Au niveau sanitaire, là, c'est plus un sujet, le pass sanitaire règle tous les Oui. soucis, mais j'ai quand même des gens qui ne veulent pas venir parce qu'ils n'ont pas de pass, hein. Ah oui, ça aussi, oui. Tu vois, il y a quand même des exposants qui ne veulent pas exposer parce qu'ils sont contre le pass. Donc, bon. Ah ouais. Je Bon. dis, c'est une petite représentation de la Oui, France de la France. en 10 000 mètres carrés. Ok, bon, bah, génial. Et ben, écoute, moi, j'ai hâte de venir, en tout cas. Et Avec grand puis, plaisir. on se rencontrera sans Ah doute oui. à ce moment-là. Merci pour ce temps avec nous, avec moi et les auditrices du podcast, pour cette plongée dans les coulisses. On espère donc une belle édition. Enfin, il n'y a pas de raison. Voilà, vous avez bien travaillé pour une belle édition 2021 et puis une édition 2022 encore plus grandiose, peut-être. Voilà, toujours réinventée. Voilà, moi je trouve. Ouais. Voilà, je trouve ça vraiment chouette de dire on ne se repose pas sur les lauriers et on fait un truc un peu nouveau. Enfin, on essaye de se réinventer un peu. Voilà, je trouve ça vraiment chouette et je suis contente Et on de a besoin savoir de que tout le c'est le monde cas. pour ça. Ouais. C'est pour ça, quand on envoie les questionnaires aux visiteurs, aux exposants, c'est pas uniquement. Enfin, il y a un vrai intérêt derrière. Oui, pas juste Ça pour des part stats. pas dans Quoi. les oubliettes simplement Ça. pour se donner bonne conscience, hein. Je le Ah ouais. rassure tout le monde. C'est un vrai travail derrière. Ok, bon, bah, génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Vanessa. Donc, voilà, le salon Porte de Versailles à Paris, hyper facile pour y accéder, même quand on vient de loin. Un petit coup de métro ou de je sais pas quoi d'ailleurs, Ouais. parce que Ah j'oublie bah à oui, chaque Porte de fois. Versailles, là, c'est simple. Ouais, il y a même le tram qui passe devant. Enfin, Ouais. hyper simple. Donc, du 17 au 21 novembre. Et puis, évidemment, sur Instagram aussi. Voilà. Alors, si on ne peut pas venir, on peut suivre et se plonger dans les coulisses. Enfin, pas dans les coulisses, mais dans les allées du salon. Parce que du coup, vous êtes particulièrement actifs à ce moment-là sur Instagram. Oui, oui. Et puis, il y a tous nos partenaires, tous les exposants, tout le monde, il y en aura partout. Donc, ça va être top. Ouais. Et puis sur le site, on mettra toutes les infos. Et puis vous pouvez venir au mois de mars sur Aiguille en Fête du 10 au 13. Donc c'est une édition. L'Aiguille en Fête, c'est évidemment plus textile, mais il y a des expos et des ateliers magiques. C'est pas Noël, c'est sûr. C'est le printemps. C'est bien aussi. Une belle fête aussi. Ok, bon super. Écoute, merci beaucoup Vanessa pour tout ton temps. Et puis on se retrouve au CSF. À bientôt, merci beaucoup. Me revoici. J'espère que vous avez autant apprécié que moi d'en savoir un peu plus sur ce salon incontournable du Do-It-Yourself. Comme ça peut représenter un petit budget de se déplacer sur un salon parisien, parce que j'en sais quelque chose de Jeune Grenoble, pensez à en toucher 2 mots dès aujourd'hui à votre Père Noël préféré pour un petit cadeau facile et un poil en avance. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir les épisodes précédents. À chaque fois, je vous propose une conversation avec un ou une entrepreneuse créative qui a fait de sa passion son métier.
Parmi les derniers échanges, Caro from Woodland, illustratrice, autrice et créatrice cosy. Du bout du doigt, créatrice de papeterie touchante. Les petites porcelaines, potières, ou encore Ectomorphe, illustratrice et créatrice de contenu. Si vous êtes plutôt art du fil, j'en ai aussi plein à vous proposer. Pour suivre les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et de l'entrepreneuriat créatif, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Mon compte est tout simplement Podcast Fema. Et si mon travail autour du podcast vous plaît, vous pouvez me soutenir en parlant du podcast autour de vous ou sur Instagram, en laissant une note et un commentaire sur votre appli de podcast, Apple Podcast par exemple, ou en me soutenant avec quelques euros sur Tipeee. Vous aurez toutes ces informations sur mon site internet. En parlant de site internet, n'oubliez pas que vous pouvez également laisser votre adresse email sur mon site, c'est podcastfemain.fr, pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode. Comme je n'ai pas de jour de prédilection pour sortir les épisodes, comme ça vous serez sûr de ne pas en louper. À très vite et n'oubliez pas, prenez toujours du temps dans votre quotidien pour créer. À bientôt!